Bonjour, Bonjour, c'est bon, on est en direct. Ouais. Bonjour pour le Facebook Live, donc de la liste Urgence Écologie. On est avec Dominique. Bonsoir. Bonsoir. Et regardez quand même d'un œil un peu distrait ce que disait le président de la République sur l'écologie, notamment. Alors, en fait, essentiellement sur le climat, et le climat seul, il n'a pas compris ce que les manifestants, les lycéens, les étudiantes ont compris, à savoir que le climat, ça n'est pas seul, c'est un des paramètres du système Terre. Si je considère le climat seul, je vais faire des bêtises. Et surtout, je pense que dans son esprit, vu les exemples qu'il a donnés, c'est une chose très simple. Répondre aux défis climatiques, c'est produire. Il a dit, on produit les autres installations de chauffage, on produit autrement de l'énergie, etc. À chaque fois, c'est produire. Et comme vous le savez, on a l'expérience avec les écoquartiers en France. Ok, on a des économies de chauffage avec une production particulière du chauffage dans les maisons et du coup, on a des dépenses qui s'orientent vers d'autres produits énergivores. Et donc, nous, en revanche, par exemple, on propose, évidemment, bien sûr, on ne va pas changer ces techniques, mais on propose une carte carbone. Et notamment, ça veut dire que pour que, effectivement, ce qu'on gagne d'un côté passe pas de l'autre. Et si on a une approche écologique, ben, on ne peut pas répondre que par de la production. C'est évident. On répond d'une façon beaucoup plus profonde. Et puis, autre caractéristique de ce qu'il vient de nous dire, c'est que ça fait 30 ans qu'on nous fait le coup, quoi. Il a créé il n'y a pas longtemps un conseil climatique. Maintenant, il crée un conseil de défense écologique. Et il dit écologique alors qu'il a parlé que de climat. Bon, ben, évidemment, on crée des bidules sans arrêt. Et puis, ça permet de ne pas faire grand-chose, mais de faire penser qu'on fait quelque chose. C'est l'objectif, me semble-t-il. C'est l'écologie des faux-semblants. Exactement, c'est l'écologie des faux-semblants. On est habitué depuis 30 ans et c'est extrêmement efficace puisque tous les Peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel on peut revenir, peut-être pour approfondir, c'est le fait de dissocier en fait l'enjeu climatique de l'effondrement du vivant, de la raréfaction des ressources. Des pollutions et leurs effets sanitaires. Donc, ce qui est quand même la caractéristique mainstream qu'on abordait dans le manifeste de l'écologie intégrale, en fait, c'est-à-dire une dissociation du climat par rapport à la globalité du processus et de la trajectoire. Alors, j'ai trouvé curieux qu'il s'exprime comme ça, alors qu'il y a le rapport de l'IPBES. Aujourd'hui même. Voilà. Aujourd'hui même, en fait, apparemment, on est toujours sur le mainstream, c'est-à-dire qu'on raisonne en silo. On prend un problème, on donne une solution. Alors qu'en matière d'écologie, justement, on est confronté à la question des limites planétaires et tous les indicateurs sont interdépendants les uns vis-à-vis des autres. En fait, le problème, c'est changer le système, mais c'est pas en changer un petit bout, ce qui, évidemment, n'est pas d'une efficacité vraiment importante, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, ça ne rentre pas. C'est une question de référentiel mental qui n'est pas compris. Alors, on va prendre les questions qui avaient déjà été déposées. Alors, que pensez-vous de l'idée d'augmenter la garantie légale sur les biens de consommation à 10 ans progressivement? C'est quelque chose qui se fera et qui n'est pas une chose idiote dans la mesure. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Oui, c'est pas du tout le cas, mais c'est bien dans les tuyaux. En tout cas, on nous présente ça. Oui, ça fait partie de toute une série de mesures de durabilité. Alors, étant donné qu'il faut aussi faire attention, ce qui serait bien, c'est qu'avec ce genre de garantie, c'est qu'on ait aussi des biens qui soient modulaires. Ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, on puisse réparer, changer une pièce d'un bien qui va plus vite, qui est défectueux, sans changer la totalité du bien. Donc, l'histoire des 10 ans, alors c'est intéressant, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que les producteurs garantissent le fait qu'ils ont des pièces à fournir pour X années. En fait, là encore, il faut quelque chose d'un petit peu plus systémique, mais ça fait partie d'un ensemble qui est un ensemble intéressant. Alors, après, il y a une question de Vincent. Quelle est la stratégie d'urgence écologie pour les européennes et les échéances suivantes? Quel est votre programme? Oula, alors, pour les échéances suivantes, je vais te laisser répondre. En tout cas, en un mot, vous le savez, on l'a dit plusieurs fois, ce qu'on cherche à faire, c'est donner une réponse politique, de la construire. Donc, les européennes, c'est qu'une marche d'escalier, il y en aura bien d'autres. Une réponse politique, au moins à cette partie de la population qui est tout à fait consciente de l'urgence des problèmes, de la situation, du caractère dramatique. Enfin, on parle d'effondrement. Moi, j'aime bien mettre un S, parler au pluriel. Vas-y, développe. Pourquoi il faut mettre le S. Pourquoi il faut mettre le S? Parce que
il faut sortir un peu des scénarios de fiction et de cinéma. Bon, vous n'allez pas avoir du jour au lendemain sur toute la planète absolument plus rien dans tous les supermarchés à la même heure, au même moment. Vous imaginez bien qu'on est en train disons, de heurter les limites planétaires. On a des difficultés qui vont venir crescendo, mais d'horizons différents, qui ne vont pas du tout s'exprimer de la même manière à tel ou tel endroit, même en matière d'énergie. Bon, on peut avoir un défaut là, et puis dans tel territoire, on va avoir par exemple de la micro-hydraulique, je sais trop quoi, qui va marcher. Enfin, on n'aura jamais un clash et un crash général à instant T sur toute la planète. Ça, c'est un pur fantasme. Mais on ne cessera d'avoir des difficultés qui vont aller crescendo. Ça, en revanche, c'est clair. D'où, effectivement, nous, ce qu'on propose, c'est-à-dire une stratégie de résilience, hein, de nous donner les moyens, et de les préparer maintenant, de réagir, de faire face et de maintenir des choses essentielles. Et sur le projet, alors en fait, le projet d'urgence écologie, on ne l'appelle pas le projet, on l'appelle les fondations. Parce qu'en fait, on considère que la gravité et le caractère inédit et sans précédent dans l'histoire humaine de ce qu'on a affronté fait que des politiques ou des citoyens qui candidates en fait à représenter d'autres citoyens qui viendraient et qui diraient moi je sais tout, surtout j'ai toutes les réponses. En fait c'est complètement fallacieux. Donc le travail collectif qu'on a fait, c'est de mettre en débat une proposition politique qui tente de se mettre, qui aspire à être en fait dans les clous du rapport du GIEC. Et donc à être au bon niveau de réponse, à rompre donc avec l'écologie des faux semblants dont on a parlé tout à l'heure, qui est à la mesure de l'urgence dans laquelle on est. Et en fait, ces propositions, ces fondations, donc, on souhaite les mettre en débat. Voilà, on ne considère pas, vous verrez, il y a beaucoup de contenu. Il y a d'abord un premier élément qui est que nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, la base, la fondation numéro 1, c'est d'abord de dire la vérité en fait sur ce qui est en cours aujourd'hui et sur l'état de la situation pour apporter la bonne mise en mouvement, les bons remèdes. Donc c'est un programme qui est en rupture en fait avec ce qu'on a l'habitude de lire ou d'entendre sur ces sujets, mais qui est ouvert à être critiqué, à être modifié, à être amendé. On veut en fait lancer un processus de discussion citoyenne autour de ces éléments, parce qu'il faut en même temps dire aussi quels sont nos combats, quelles sont les pistes qu'on propose. Voilà, donc celui-là, il va être donc le document Fondation de l'urgence écologie, il va être mis en débat sur Facebook avec tous ceux qui veulent réfléchir, contribuer, se mobiliser avec nous sur les solutions. L'autre partie de la question, c'était en fait les européennes et puis les échéances d'après. En fait, d'abord l'Europe, c'est un enjeu fondamental. On ne peut plus laisser l'Europe aux mains des lobbies. Les Monsanto Papers, le Dieselgate, tout ça, c'est la partie émergée de l'iceberg en fait de ce qui se passe dans les institutions européennes comme dans les coulisses du pouvoir en France. Aujourd'hui, voilà, il y a une influence absolument dramatique des destructeurs sur les décisions publiques, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, et ça ne peut pas continuer. Donc on a besoin d'avoir des députés européens qui soient des sages comme Dominique, qui soient des personnes convaincantes, je veux dire, animées profondément par la cause de l'écologie. Bon, désolé pour l'interruption et les galères techniques. Du coup, voilà, on n'a plus la webcam. Et déjà, voilà, c'était la première urgence. Et si ceux qui reviennent peuvent nous dire si on entend le son, c'est sympa. Voilà, donc mettez-nous des petits signes pour
pour nous dire si vous nous entendez. Voilà, donc avec tout ça, on en était à parler en fait des fondations, ouais. Et des propositions. Et des étapes suivantes. Et des étapes suivantes, voilà. Et tu voulais ajouter quelque chose au Non, moment... je l'ai ajouté, en gros. Après, j'ai fini et là, on nous a dit qu'on nous entendait pas bien. D'accord. Ok, on entend bien, yes. Ah, merci. Super. Merci. Génial. Alors, allons-y, on continue, puis envoyez les questions aussi. Alors, ça, une question qui revient plusieurs fois. Pourquoi ne pas avoir rallié Europe Écologie Les Verts, demande Yann. Bon, alors, en fait, si on veut aborder sérieusement nos sujets, il ne faut pas qu'on soit seul. Il faut qu'il y ait une espèce d'émulation. Le jour où il y aura 2-3 listes qui seront vraiment sur les enjeux écologiques, il y a une espèce d'enrichissement, etc. Le problème pour le moment, c'est qu'on est pratiquement les seuls à répondre à la hauteur des enjeux. Hein, par exemple, Europe Écologie Les Verts, c'est agroécologie 2050, ou je ne sais plus, enfin bon, Horizon Très Langue, vous savez, ça a été diffusé par Euractiv, ce qu'ils ont signé en matière de glyphosate, justement au Parlement européen. Bon, le plan finance-climat, c'est très très bien, il faut le faire, mais si vous voulez, ça ne permettrait en aucun cas de répondre à ce que demande le GIEC, c'est-à-dire diviser à l'échelle mondiale, bon, plus pour nous, en 12 ans par 2 les émissions. Vous imaginez que c'est pas avec des infrastructures qui durent 30, 40, 60, voire plus d'un siècle, vous n'allez pas en 12 ans changer ces infrastructures. On l'a dit tout à l'heure, même si vous changez votre voiture, si vous changez votre chaudière, etc., c'est très bien, mais si ça repart en dépenses énergétiques ailleurs, en termes de bilan global, vous n'aurez rien fait. Donc là, on reste très souvent avec nos collaborateurs, hein, sont évidemment pas des ennemis, vous imaginez bien, on reste quand même sur des mesures très très classiques. Et je suis désolé, c'est un peu polémique ce que je vais dire, mais enfin, il y a quand même pas mal de LV qui sont passés à LRM, il y a sans doute une raison à cela. Voilà, donc pour le moment, on a besoin d'insuffler un souffle nouveau, de dire non, nous on veut vraiment répondre aux enjeux, on veut vraiment tenir compte des connaissances qui sont les nôtres et qui s'approfondissent et répondre à ce niveau-là. C'est absolument pas le cas. Donc voilà, il fallait qu'on existe et nous sommes là. Pour compléter, moi j'ajouterais qu'en fait on entre dans une nouvelle période. Et que cette nouvelle période, elle a besoin d'un nouvel outil, en fait, d'un nouvel instrument qui essaye de travailler à rendre l'écologie largement majoritaire dans la société française, qui exprime le fait que cette cause, désormais, en fait, elle rend complètement caduque et obsolète les clivages partisans tels qu'on les considérait, puisque maintenant, en fait, on est face à un enjeu de vie ou de mort, et que dans ce moment-là, la question, c'est qu'il faut plus d'écologistes, pas moins. Et nous, c'est ce qu'on exprime. Par exemple, plein de gens, pour des raisons sur lesquelles moi, j'ai même pas envie de m'étendre, en fait, mais ont envie de voter pour l'écologie, mais voteront jamais pour Europe Écologie Les Verts, pour plein de raisons. Il y a telle ou telle chose qu'ils ont fait dans le passé. Voilà, donc nous, on doit amener, en fait, de nouvelles personnes à s'engager dans la démocratie, à voter pour l'écologie. C'est ça la démarche de notre liste. Et puis, il y a un débat de fond qui rejoint ce que tu viens de dire, en fait, c'est sur la notion de transition. Parce que le mot, alors je sais qu'on on discute notamment avec Transition 2030, mais en fait le mot de transition, il était parfaitement juste, tel qu'il a été conçu ou pensé, ou tel qu'il avait émergé, mais il a été aujourd'hui complètement affadi, récupéré par le système et par les tenants, un peu comme hier le développement durable. Par cette idée que en fait l'écologie ce serait qu'un enjeu de long terme, et en fait non, l'écologie c'est plus un enjeu de long terme, c'est urgent, c'est maintenant. Donc c'est plus effectivement des échelles de temps où par exemple on pourrait se dire qu'on peut organiser la sortie des pesticides sur 15 ans. Non, je suis désolée, moi, au regard de ce que je vois sur l'impact sur la santé humaine, sur les insectes, sur les fleurs des champs, on ne peut pas continuer encore avec 15 ans de pesticides et de produits chimiques massivement épandus
dans la nature au travers du modèle agricole. Il faut être sur des changements qui sont beaucoup plus radicaux, comme le disent toute une série de conclusions, de travaux scientifiques que tu évoquais. Voilà, donc je pense qu'on a répondu à cette question-là, mais s'il y a d'autres questions, on peut y revenir. Alors, je comprends parfaitement la logique de votre philosophie générale, mais avez-vous l'ébauche d'un programme politique de gouvernement? Voilà. Alors, on a, et vous allez pouvoir les voir, je crois qu'elles sont accessibles maintenant. Hein. Ouais, elles vont l'être dans l'heure, en tout cas, voilà, sur le site urgenceécologie.fr. Voilà. Toute une série, enfin, on a quatre types de propositions. On fait tout d'abord des propositions pour bien faire comprendre que c'est maintenant qu'on change. C'est-à-dire des propositions à effet immédiat. Alors évidemment, on n'est pas au pouvoir, on ne va pas les faire, mais l'idée, c'est de bien faire comprendre que si on veut se mettre à la mesure des choses, donc reprenons les 12 ans, les fameuses 12 ans du GIEC, ben, on n'attend pas 11 ans et puis la dernière année, on s'y met, ça n'a aucun sens. C'est tout de suite et c'est maintenant. Ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, on a une série de propositions qui sont plutôt liées à l'Europe, hein, qui concernent l'Europe, qui concernent la lutte contre les lobbies, etc. à l'intérieur de l'Europe. On a une troisième phase de propositions qui est plutôt du côté de la résilience. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que dans ce qu'on a à faire aujourd'hui, à chaque pays, chaque nation, on a... c'est ma gourde. C'est ma gourde. On a tout, comment dire, évidemment, chaque nation doit contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des flux en général, à la réduction de la consommation de ressources. Ok, on est bien d'accord. Ça, c'est ce qu'un pays peut faire dans l'effort général. Mais après, on a aussi un autre volet des politiques. Qu'est-ce qu'on fait sur son propre territoire pour préparer les changements dont on sait qu'ils arrivent, on les connaît sur les plans physiques et biologiques, on sait en gros ce qui va nous arriver. On les prépare maintenant. Et quand on ne prépare pas, ça me donne la Grèce cet été. C'est-à-dire des pompiers en sous-nombre, mal équipés, plus de services météo, donc en fait les canadaires prêtés par les autres pays, ça sert à rien, parce que le pilote ne sait pas du tout dans quel sens le vent va, donc évidemment l'eau ne va pas du tout, on veut la porter, l'accès aux plages qui est grillagé, des gens qui meurent asphyxiés ou grillés sur les grillages. Ben non, on doit maintenant à l'échelle nationale se préparer à ces chocs dont on parlait tout à l'heure, à ces effondrements successifs. Et ça, c'est un volet qui est un volet tout à fait fondamental. Et puis, on a un dernier volet. Prends-le plutôt que de te pencher. Là. Oui. Alors, désolé, mais alors, on a parfois des trous de mémoire. Donc, on a un dernier volet qui nous renvoie en fait à la stratégie un peu de guérilla qu'on voudrait mener à l'intérieur du Parlement européen. Et là aussi, on a des choses à très court terme de surveillance, etc. Et puis on a des projets à plus long terme. Et ce qui serait assez intéressant à l'échelle de l'Union, c'est qu'on arrive à faire une espèce d'écolo-groupe, c'est-à-dire en fait une réunion de pays qui serait plus exigeant sur ce côté-là. À 27, évidemment, on peut difficilement faire autrement. Voilà, et ça, vous allez pouvoir les découvrir dans le détail. On livrera aussi un petit kit réduit de 10 propositions. C'est en fait les premières de chacune des 4 rubriques grosso modo, qu'on va mettre. Donc, mais j'insiste, on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas y revenir, c'est pas en bonne et due forme un programme de gouvernement. Vous imaginez bien que la situation à laquelle on est confronté, elle est hyper difficile, elle ne nous concerne pas que nous, elle concerne la planète, on va devoir expérimenter, on va devoir tâtonner, donc un programme de gouvernement, laissez ça à Macron. On a des orientations fermes, on doit faire le lien entre ce qu'on arrive à faire sur un territoire et des engagements internationaux, mais sur les territoires, c'est vous et c'est nous, chacun à notre niveau, qui allons devoir bouger, qui allons devoir inventer, etc. Et notre idée, c'est plutôt de faciliter et de partager des orientations par rapport à ça, et pas vous livrer un kit tout fait, quoi. Ça y est, hop, on monte, et puis on a toute une série de politiques. Ça marche plus, c'est fini. Ouais, et donc en fait, donc en fait le document fondation, il est sur le, voilà, je le mets là, on le voit mieux. Il est téléchargeable sur le site urgence-écologie.fr et c'est ce qu'on met en débat avec effectivement une notion centrale qui est celle de construire un projet commun de résilience.
et d'assumer que les propositions très concrètes qu'on fait, hein, dont on a beaucoup discuté, échangé collectivement c'est un work in process, voilà. On l'assume d'être en rupture avec. D'abord là, il s'agit d'élections européennes, donc il ne s'agit pas de programme de gouvernement. Malheureusement, le Parlement européen aujourd'hui, dans l'organisation actuelle des institutions européennes, il a un certain nombre de prérogatives, mais elles sont quand même largement insuffisantes. Donc en fait, notre propos, c'est de dire comment on va construire le rapport de force, comment on va construire avec les citoyens, les associations, les élus des territoires, les chefs d'entreprise qui se mouillent, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, notamment sur la liste urgence écologie. Ben, comment en fait avec eux, on va inverser le rapport de force pour faire basculer les choses. Et dans ce mouvement de construction du rapport de force, on va élaborer toutes les échelles de solutions pour basculer effectivement dans ce qu'on appelle l'État résilience ou l'Europe résilience. Alors, on continue les questions. Il y a une question de Laurent. Est-ce que Delphine, mais pourquoi moi? Pourquoi que moi? Est-ce que Delphine peut nous raconter son one-shit moment, un choc violent, une prise de conscience brutale durant laquelle notre réticence instinctive à envisager la fin des temps cède soudainement sous le poids des catastrophes qui menacent d'engloutir l'unique planète sur laquelle nous pouvons vivre? Ça m'arrive souvent. Voilà. Malheureusement, c'est des chocs. Alors, en fait, ils sont violents en profondeur, mais je pense que comme tout le monde, je dois avoir des mécanismes émotionnels ou dans le cerveau qui à la fois les accueillent, mais à la fois quelque part un peu les éludent. Sous le tapis, je dirais pas ça, c'est-à-dire que moi je le ressens, je sais pas toi comment c'est, mais je le ressens, ça m'émeut. Et puis, oups, au bout de quelques minutes, etc., je repasse à des activités diverses et variées. La dernière fois, je pense que c'est cet après-midi, en fait, quand j'étais avec quelqu'un qui avait au téléphone une amie dont le fils est au Mozambique, en fait. En fait, je crois qu'on ne sait pas le quart du cinquième de ce qui se passe réellement au Mozambique, voilà, dont les médias français, hormis quelques-uns, n'ont quasiment pas parlé. Et en fait, elle nous disait à quel point c'est totalement effrayant. Voilà, et je peux ressentir des émotions comme ça aussi, en fait, quand je vais dans des coins de nature que je connais bien. Et par exemple, là, le niveau de sécheresse qu'on constate partout, enfin, je ne sais pas si vous, là, ceux qui nous regardent, vous avez eu l'occasion, par exemple, le week-end dernier, d'aller vous promener dans la nature. Un mois d'avril, normalement, c'est humide. Les sols sont humides en profondeur, et là, c'est pas du tout le cas. Et moi, là où j'étais, c'était dur comme du béton. Et en fait, c'est des tout petits signaux, enfin très très tangibles, mais en fait on a vraiment le constat de cette souffrance des milieux naturels, qu'il y a un truc qui tourne plus rond du tout. On peut ajouter un exemple que tu donnes. En ce moment, il y a à nouveau des incendies de forêt en Suède. Vous imaginez des incendies de forêt en Suède fin avril, et en Iran, c'est un peu comme le Mozambique, hein. La quasi-totalité des régions sont complètement sous l'eau en ce moment. Donc évidemment, vous avez raison. Sur un plan émotionnel, quand on regarde ça en face, pas évident. Alors justement, question forêt. C'est une question de David. On parle à raison beaucoup d'agriculture et de la nécessité de développer une agroécologie, et à raison. La forêt est la grande oubliée des débats. Il a raison, David. En général, comme en témoigne très récemment Gaspard Dallens, journaliste chez Reporter, avec son bouquin Main basse sur la forêt. On assiste à une industrialisation de la forêt française qui représente un tiers de notre territoire national. Pensez-vous qu'on puisse mettre davantage un coup de projecteur sur notre patrimoine forestier commun qui est en train de suivre, avec un décalage de quelques décennies, la même trajectoire que l'agriculture intensive? Oui, tout à fait. Alors, complètement à l'envers. Là, j'étais il y a 15 jours à Poligny avec quelqu'un qui pratique l'agroforesterie.
C'est-à-dire qu'il entre les arbres, fait des C'était à la plantations. bascule? Non, c'était pas du tout. Ah non, c'était pas. Non, c'était. J'ai confondu Poligny et Pontivy. Non, Voilà. non, pas du tout. Et là, donc, des variétés anciennes de blé, et avec un piquage à la main et en fait une productivité assez étonnante. Vous savez que l'agroforesterie, c'est justement le moyen de respecter la diversité d'un écosystème avec justement en fait une culture qui est très productive pour les êtres humains. Donc vous avez raison. Et ça, la France est quand même un pays intéressant. C'est un pays où il y a beaucoup d'expériences de ce type. Il y a beaucoup d'acteurs avec une installation sur deux. En agriculture, c'est des gens dont ni les parents ni les grands-parents étaient paysans, qui en général ont un niveau de formation assez excellent, qui sont très expérimentateurs. Donc, effectivement, de pouvoir donner, de pouvoir aider toutes ces expériences, c'est fondamental dans une optique de résilience de fond, là, pour le coup. Et effectivement, dans notre programme, si vous voulez, alors effectivement, conversion à l'agroécologie en 3 ans, retour vraiment d'une main-d'œuvre non négligeable à ces activités, encouragement de toutes ces activités et transformation extrêmement rapide. Il faut très vite restaurer les sols, redonner à la faune la possibilité de survivre au lieu de continuer à la dézinguer. Ouais, et puis l'industrialisation en fait du mode d'exploitation forestier, c'est une hérésie à tout point de vue en fait. C'est une hérésie du point de vue climatique parce qu'en fait, on est sur la logique de faire pousser vite des arbres qu'on va couper jeunes, donc en termes de stockage de carbone, c'est n'importe quoi. Et puis c'est une hérésie pour la biodiversité. Et voilà, c'est une catastrophe. Et j'ai été très, très sensibilisée à ces aspects, en fait. Je crois par rapport à la question de David, là, je pense que les arbres et les forêts sont en train d'entrer très, très fort, encore plus qu'avant, dans la conscience collective écologique profonde. Voilà. Je pense qu'il y a un rapport populaire à l'arbre, à la forêt, que les nouvelles découvertes en biologie végétale, c'est ce qui explique en fait le succès des livres comme voilà, c'est ce qui explique ça, c'est qu'il y a une relation ancestrale, il y a toute la symbolique de l'arbre, etc. C'est culturellement extrêmement fort, et donc oui, on peut passer de la prise de conscience sur l'arbre, sur la reconnaissance des droits des arbres, pour laquelle je milite, à celle des forêts, qui sont en fait un organisme vivant extrêmement, extrêmement complexe et qui a besoin de diversité, de biodiversité. Je voudrais rajouter à David, parce qu'il a l'air de vraiment bien connaître le sujet. Ouais. Bah, c'est le moment, il faut nous aider. Si vous avez des propositions, si vous avez des exemples à donner, des conseils, vous y allez à fond. Nous, on ne peut pas tout savoir. On a besoin de tous les acteurs sur le terrain. Là, vous y allez. Alors, oula. Eric, question. En l'état de la sociologie probable des prochains parlementaires européens élus, à combien sur les 750 et quelques estimez-vous le pourcentage d'élus européens sincèrement convaincus par cette nécessité d'agir sur le court terme et de manière radicale? J'en fiche rien, et vous non plus, tant qu'on n'a pas l'élection. L'intérêt des élections européennes, c'est qu'elles permettent des surprises. Et donc, à 1 mois d'élection, ce qu'on doit faire, c'est susciter le maximum de chances pour qu'on ait d'excellentes surprises. Alors déjà ici en France, mais évidemment, vous imaginez bien qu'il y a dans d'autres pays des acteurs qui partagent ce qu'on vous dit, puisque de toute façon, le fond, c'est une littérature internationale. Et donc, on peut compter sur eux. Alors après, selon les cultures de pays, moi, je vis sur 2 pays, donc je vois bien, par exemple, si vous voulez, côté suisse, chez les Verts, j'ai beaucoup de raisons, chez les Verts suisses, je suis désolé, et donc la culture est très différente, et en fait, on a une culture du consensus. Donc, les gens les plus radicaux, ils quittent pas un parti, même si c'est le mainstream qui est devant. Et donc, forcément, dans les élus que vous aurez, alors pas de Suisse, puisqu'il n'y en a pas, ils sont pas en Europe, mais que ce soit en Allemagne et tout, il y a des pays où il y a un peu aussi cette culture de consensus. Vous aurez toujours dans les élus des gens dont nous serons beaucoup plus proches. Et l'idée, c'est très vite les identifier et très vite travailler avec eux. Alors, il y avait justement une question, c'était les liens éventuels ou
connaissance éventuelle avec les écologistes belges? Ah ben, moi, Il je y a vais les voir Olivier demain. de Schutter, qui Oui, est oui, candidat. oui, Olivier de Schutter, il n'y a pas de problème. Mais Mhm. moi, je vais demain, je participe demain, je suis invité par la revue Imagine. La semaine d'après, je retourne à Louvain avec Charlotte Luix. Je connais quelques écolos au sens belge du terme, c'est-à-dire leur parti. Et c'est très important, évidemment, qu'on travaille tous ensemble. C'est évident. Enfin, pour moi, qui suis un académique, c'est une chose archi évidente. On ne fait rien tout seul dans son coin, c'est idiot. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ce que vous dites. Et là encore, bah, aidez-nous. Vous dites, ah, celui-là, il est vachement intéressant. Et s'il est lu, allez vite le voir, etc. Là, vous nous aidez aussi. Alors, je continue les questions. Dans les Alpes-Maritimes, tout va bien. Ah, les bateaux de croisière. Ouais. Point d'effondrement ici. C'est Jamila qui dit ça. Il y a d'énormes problèmes de pollution, vous le savez, je pense, avec les bateaux, notamment dans tous les grands ports, notamment Marseille. Jamila, on peut lui donner une réponse qui est assez claire. En fait, ce dont on se rend compte maintenant, c'est que la richesse, c'est un pouvoir supérieur de détruire le climat, de détruire le vivant, de détruire les ressources. Et on ne peut pas écologiser une société sans resserrer. Alors effectivement, par rapport à vos bateaux dans les ports, etc., et par rapport à d'autres dépenses, ben, si on met en place quelque chose comme une carte carbone, ben, ça va assez vite forcer à devenir plus raisonnable par rapport à certaines dépenses complètement superfétatoires. Alors, il y a une question d'Anne-Marie. Parlez-vous enfin de l'expansion démographique humaine et de ses conséquences sur la biodiversité, les ressources, etc. Aucun parti écolo n'en parle. Nous, on n'a pas de tabou, mais moi, je voulais insister sur le fait que on est quand même dans une situation où 10% les plus riches sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un sujet sur la maîtrise de la démographie. Mais le premier sujet, c'est quand même le mode de civilisation et la civilisation thermo-industrielle actuelle, avant d'être une question uniquement du nombre d'humains. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'autre issue, en fait, par rapport à la nécessité de... Alors, pour le coup, le mot transition a une longue histoire en démographie. Il n'y a pas d'autre issue, en fait, pour les transitions démographiques que l'émancipation des femmes, en fait. Dans tous les pays où les femmes ont accès à l'éducation, ont accès au travail, ont accès aux droits sociaux. Voilà, c'est pour ça que la question de l'écoféminisme, qu'on ne peut pas réduire uniquement aux enjeux démographiques, hein, c'est pas du tout le sens de ce que je suis en train de dire, mais elle est fondamentale, en fait. On ne peut pas séparer aujourd'hui à l'échelle planétaire le combat pour l'écologie du combat pour les droits des femmes et pour l'émancipation des femmes. Parce que c'est ça la réponse, en fait, aussi aux problèmes démographiques. Alors, je voudrais quand même revenir sur la question démographique, parce que c'est vrai que c'est une question importante, elle revient souvent, et on lui oppose souvent un déni. En fait, suivant les types de problèmes qu'on considère, si je regarde les flux de matière, les flux d'énergie, effectivement, c'est essentiellement une question de niveau de vie. Un défi vient de le rappeler avec les 10% qui émettent 50% et la réciproque 50% qui émettent que 10%. Maintenant, si vous regardez les atteintes aux vivants, là, effectivement, la démographie, il y a un rapport pratiquement de 1 à 1, c'est-à-dire un individu, une unité de destruction. Mais bien sûr, on ne va pas se mettre à tuer les gens, vous imaginez bien. Donc, en fait, la solution, c'est une plaisanterie, mais la solution, elle est très claire. Delphine vient de le rappeler. Là où on attend les 2 milliards d'individus qui viennent de 8 à presque à 10, c'est en Afrique. Et en fait, c'est dans les familles où finalement il y a un défaut d'éducation, qui fait que lorsqu'il y a un défaut d'éducation dans la famille et quand il y a pas d'émancipation des tabous de tout le monde et puis des femmes de façon générale, eh bien vous avez un taux de fécondité de 6 au lieu de 2. Donc là, on sait très bien quelle est la réponse qu'on a à donner pour que finalement l'Afrique ne soit pas envahie par une démographie trop galopante. Alors, il y a une question. Comment allez-vous gérer la disparition des emplois que le 100% bio, l'arrêt du glyphosate ou de l'élevage industriel vont engendrer? En fait, ça va créer des emplois. Alors là, voilà. Faut multiplier par 3 le nombre d'agricultrices et d'agriculteurs. Voilà, c'est un métier d'avenir.
En fait, les modes de production agroécologique, aujourd'hui en moyenne, par exemple, une exploitation bio, elle a 2,3 comment on dit, emploi par unité de main-d'œuvre. Enfin, excusez-moi le terme techno, on va l'oublier, mais en fait, sont d'ores et déjà, les exploitations en bio sont d'ores et déjà des emplois beaucoup plus intensifs en main-d'œuvre et en emploi. Donc, agricultrice et agriculteur est un métier d'avenir et ce qu'on évoque aussi dans le document fondation, c'est la nécessité de rapprocher en fait les lieux de production agricole des endroits où on vit. Donc, c'est tous les enjeux liés au circuit court. Donc, en fait, autant il y a des domaines dans lesquels il faut assumer une destruction de valeur et donc une destruction d'activité économique et d'emploi. Donc, par exemple, vous voyez quand la valeur de Bayer Monsanto s'effondre et qu'ils annoncent 12 000 suppressions d'emplois, moi je suis triste pour les salariés concernés, mais en même temps je souhaite la dévalorisation massive des actifs des destructeurs, je sais pas moi, Total, la Société Générale, si elle continue à mettre de l'argent par exemple dans les fossiles. Donc, il y a une destruction de valeur à organiser dans les activités les plus destructrices. Pour le reste des activités, il faut organiser les choses de façon et les transformations de façon graduelle. Mais en fait, il faut aller vers ce qu'on appelle, nous, la sécurité sociale écologique. C'est-à-dire que par rapport aux secteurs qui vont être impactés par les transformations, il faut avoir une couverture sociale qui permet d'organiser la transformation des emplois et d'organiser la sécurité sociale qui va avec ces transformations. Et si tu permets, je voudrais rajouter quelque chose. Là, il y a des menaces pour l'emploi, et c'est plutôt que le numérique, hein, et une certaine compréhension et un certain usage de l'intelligence artificielle. En fait, plus on écologise une société, moins on dépense d'énergie fossile, et plus vous avez de recours à la main-d'œuvre et à l'intelligence humaine. Alors, il y a Yann qui dit « Réparer coûte cher, racheter un bien neuf coûte parfois moins cher ». Que de réparer. Ne pourrait-on pas transférer le poids de la fiscalité de la main-d'œuvre vers la matière première? Alors, peut-être ça rejoint l'idée aussi de TVA circulaire. Je peux expliquer ce que c'est que cette TVA. C'est aujourd'hui, elle a un double intérêt. Elle a un intérêt pour ramener et inciter les gens à acheter des biens plus propres, mais aussi elle permet aux revenus les plus modestes aujourd'hui d'acquérir ces biens, ce qui n'est pas le cas dans le marché ordinaire. Dans le marché ordinaire, plus vous dézinguez, plus votre produit est sale et plus c'est la collectivité qui prend en charge. En revanche, si vous voulez mettre sur le marché un bien qui est plus exigeant, dont les coûts environnementaux, ce qu'on appelle les externalités négatives environnementales, sont réduites, ben là, vous le prenez sur vous. Et du coup, ça devient un bien plus cher. Je vous donne un exemple. Une poêle Seb recyclée, en aluminium recyclé, c'est pas simple d'avoir un aluminium recyclé de qualité. Elle coûte plus cher que la poêle qui est pétée de carbone et qui est dégueulasse. Et donc, en fait, si on fait je suis désolé, mais si on joue sur un différentiel de TVA de 10%, sur la TVA 19,6, on fait un abattement de 10% sur la poêle qui, elle, au contraire, détruit moins. Du coup, elle va se retrouver au moins au même prix que la poêle sale. Et donc, si vous avez moins d'argent, vous pourrez aussi acheter cette poêle. Et c'est vrai pour les voitures, c'est vrai pour d'autres choses. Alors, là, jouer sur la fiscalité, et bien sûr, du coup, pour récupérer, il faut peut-être augmenter d'un point de TVA par ailleurs. Enfin bon, ça, c'est de la cuisine. Mais ça, c'est vraiment très important. Et ça, évidemment, c'est un instrument sur lequel on tient à jouer parce qu'il est vraiment fondamental. Et c'est aussi un instrument de justice. C'est un instrument où la justice est une justice environnementale. Et ça, c'est très important pour nous. Alors, il y a Vincent qui demande pourquoi n'êtes-vous pas mentionné dans ceci, et puis il envoie après un article que là je peux pas aller regarder, Vincent. En fait parce que les médias mainstream, nous on est sur une campagne très sur le web en fait, et qui compte sur vous, qui compte sur l'énergie des citoyens. En fait, les médias politiques français, ils ont jamais vu venir les évolutions du paysage politique.
En fait, si on suit leur raisonnement, la vie politique française, c'est, vous voyez, un long récit linéaire dans lequel il ne se passe jamais rien. Et en fait, c'est pas comme ça, la démocratie. Et donc, en fait, tous ces articles, ils n'avaient pas vu venir, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes non plus, hein, du tout. C'est pas les médias officiels qui ont décidé que les ronds-points en France devaient être occupés. Donc, c'est pas les médias officiels, même si c'est un autre sujet qui effectivement présente toute la diversité des propositions en débat au moment des élections européennes. Et la liste est maintenant déposée, donc on espère que ça va changer. Voilà, elle est officiellement enregistrée depuis cet après-midi. Alors, je dois vous quitter. C'est Jean-Florent qui dit ça. Au revoir, Jean-Florent. Que faire en pratique pour vous aider? Alors, c'est hyper simple. D'abord, participer au débat sur les contenus et sur le document fondation. On va créer un groupe Facebook, en fait, pour, voilà, on appelle ça le Forum des Terriens. Tous ceux qui veulent contribuer, discuter, envoyer des idées supplémentaires, critiquer une proposition qu'on a mis en débat, il faut y aller à fond. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, convaincre autour de vous, en fait. Faire connaître Urgence Écologie, diffuser nos idées, diffuser le bulletin de vote partout autour de vous. On a besoin de la mobilisation de tous les réseaux, tous vos contacts, tous vos amis. On a besoin de dons. Voilà, il y a 1001 façons de nous aider, organiser des apéros citoyens. Sur le site internet Urgence Écologie, vous trouverez aussi un petit kit qui s'appelle la campagne Do It Yourself sur le type d'action à organiser sur le terrain pour relayer la campagne. Voilà, qui est une campagne très décentralisée, déconcentrée. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire pour nous aider et nous aider à nous faire connaître. D'abord, c'est ça la priorité. Alors, une première réaction sur Macron, on l'a déjà fait, ça. Hein, Ah oui, mais c'était dans l'autre vidéo. Ah ouais. Oui, alors on peut revenir très vite, hein. Mais en fait, déjà, premièrement, c'est coup classique. On a un problème, on propose un comité bidule, hein, donc je ne sais plus ce qu'il a proposé là, un conseil de défense écologique. Puis surtout, il faut caler sur le climat. En fait, maintenant, le climat, c'est un des paramètres du système Terre. Et n'oubliez pas, le climat, c'est quoi? C'est simplement les conditions optimales. Enfin, c'est ce qui ménage les conditions optimales d'existence des espèces qui vivent sur Terre. Donc, si vous dézinguez, si vous détruisez les espèces, il n'y a plus tellement besoin de climat, hein. Donc, en fait, il ne faut jamais séparer le climat des autres grands enjeux environnementaux. Et pourquoi Macron, lui, ne valorise que le climat? C'est que pour lui, lutter contre le changement climatique, c'est changer de bagnole, c'est changer de chaudière, c'est acheter des avions qui consomment moins, etc. Bon, ok, on a compris. Alors, il y a Marc qui répète sa question, qui visiblement, excuse-moi Marc, puis je te tutoie, qui répète sa question en fait sur les différents partis écolos, pourquoi est-ce que ils sont pas tous ensemble et qu'il faudrait qu'il y ait une seule proposition pour l'écologie. Non, alors je suis désolé de contredire Marc, mais en fait, ce que dit Marc, c'est quelque chose qui revient souvent. Ça chagrine beaucoup de gens, qu'on soit plusieurs sur ce terrain de l'écologie. Ben non, à ce moment-là, parce que le terrain de l'écologie, c'est pas un terrain partiel. Si l'écologie va pas, s'il n'y a plus de climat, s'il n'y a plus de vivant, c'est pas la peine d'aller mettre autre chose dessus, hein, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc l'écologie, c'est le fond. Et puisque c'est le fond, et c'est vraiment ce qui va soutenir tout le reste, vous imaginez bien que si on est tous d'accord, si on veut vraiment le même truc, ça commence à être un peu totalitaire, cette histoire. Il faut de la diversité, il faut de la diversité culturelle et politique. Il faut qu'il y ait une émulation entre nous. Je sais pas moi, la France Insoumise, ils ont un prisme très social. Ça peut être très utile pour nous. De temps en temps, ah oui, tiens, ça, on n'a pas fait assez attention à ça. On ne peut pas fonctionner politiquement s'il n'y a pas une certaine forme de diversité. Et c'est au contraire, moi, ce qui m'attriste, c'est qu'il n'y ait pas de bonne liste écologique, c'est qu'on soit quand même trop proche du mainstream quand les gens parlent d'écologie. Si on était plusieurs à être sur notre longueur, au contraire, ça serait excellent. Et puis après, on pourrait effectivement travailler ensemble et s'enrichir les uns les autres parce qu'on aurait un prisme qui nous fait peut-être voir plus certains trucs, moins d'autres. Et c'est comme ça qu'on enrichit et qu'on arrive à construire collectivement quelque chose. C'est pas en étant tous rangés
voilà, comme une fermeture éclair. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il serait aussi bien de condamner tous ces industriels qui nous empoisonnent. Que comptez-vous faire? Tout à fait. Moi, je suis pour la mise en cause de la responsabilité pénale des destructeurs. Je suis pour ceux qui sont responsables. Hein, je veux dire, je parle pas des employés de telle ou telle compagnie, mais ceux qui, par exemple, en toute connaissance d'études scientifiques sur la dangerosité de tel ou tel additif alimentaire, de tel ou tel produit chimique, pesticides, etc., décident que ça peut continuer. Ouais, moi, j'estime qu'ils ont une responsabilité pénale, mise en danger de la vie d'autrui, en toute connaissance de cause, en fait. Et oui, c'est criminel. C'est criminel et ça ne peut pas continuer. C'est le sens d'ailleurs des actions maintenant devant quand même les tribunaux, la justice, bon, contre des décisions de l'État aussi, parce que l'État, il est... Vous voyez, par exemple, si je prends l'exemple des pesticides, il y a un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qui dit qu'il y a un certain nombre de produits pesticides encore autorisés en France qui devraient être d'urgence, et ce rapport il date d'il y a plus d'un an, hein, qui devraient être d'urgence retirés faute à mettre en cause la responsabilité des pouvoirs publics, parce que sur ces produits, on en sait suffisamment long en fait, sur leur caractère cancérogène, mutagène, reprotoxique, etc., pour que ça s'arrête. Et en fait, les ministres ne le font pas. Alors que maintenant, l'administration interne au ministère de la Santé a tiré le signal d'alarme en disant « mais là, attention, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant ». Voilà, donc oui, moi, les responsables destructeurs, je suis pour qu'ils soient poursuivis devant les tribunaux. Et on est des militants aussi de la reconnaissance des écocides, des militants de la reconnaissance des droits de la nature. On parlait tout à l'heure des arbres, des forêts, des animaux. Parce qu'en fait, tant qu'on continuera à considérer la nature comme un objet et non pas comme un sujet de droit, eh bien, il y a profondément, culturellement, dans nos sociétés, quelque chose qui continuera de pas tourner rond. Donc, première priorité absolue, la santé humaine, mais aussi la santé de la nature dans son ensemble. Et donc, oui, à la mise en cause, y compris pénale, des destructeurs. Faudrait-il que tout le monde fasse le diagnostic de l'effondrement? Demande Chris. D'une certaine manière, c'est une idée qui se diffuse, hein, que les effondrements sont derrière la porte. Bon. Et effectivement, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui doit inciter à une action plus urgente, à la résilience. C'est aussi sans doute le seul moyen. Voilà, le système dans lequel on vit depuis 2 siècles, en fait, est un système qui nous condamne à mort. Et donc, effectivement, l'effondrement, c'est un peu comme la douleur par rapport au corps. C'est ce qui vous dit, mais il faut arrêter, ça n'a plus de sens. Donc oui, plus ça sera diffus, plus les gens en auront conscience, et mieux ça sera pour avancer. Alors, il y a Antoine qui demande, faudrait-il inviter Pablo Servigne dans votre campagne? Alors là, Pablo est un ami, hein, mais on se respecte les uns les autres. Lui, il ne veut pas s'engager directement politiquement, en tout cas publiquement. Il a un engagement citoyen, mais ça le regarde. Ça, moi, je ne vous en dirai rien, je ne sais pas, c'est son affaire. Mais en fait, on est proches, on a travaillé ensemble. Moi, je vous invite à regarder sur le site de la fondation Zoein, c'est-à-dire vivre en grec, hein, Z-O-E-I-N. C'était magnifique le débat que vous avez fait, c'était magnifique. On a fait au théâtre de Vidi, donc à Lausanne, où avec des amis musiciennes et musiciens, on a essayé de faire un dialogue scandé par la musique autour des émotions de l'effondrement. Voilà, je vous invite à regarder ça. Et moi, je fais bien la différence entre, je vais pas, je suis un peu cucu de dire ça, mais je vais pas emmerder tous vos amis pour voter pour moi. J'aimerais bien qu'ils le fassent, mais il faut savoir être respectueux de ces choses-là. Voilà, bon, pas demander au-delà de ce qu'il veut faire lui-même. Moi, je vais aller plus loin que ce que dit Dominique. En fait, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment de fonctionner comme un écosystème, en fait. Tous ceux qui se battent pour la même cause. On a besoin de fonctionner, d'être profondément en rupture en fait avec la logique centralisée verticale de la Ve République et d'être dans la logique de la nature. La nature, elle fonctionne en réseau.
comme un écosystème. Et en fait, chacun de nous, à sa place, fait une part du travail qui est fondamental. Ce que fait La Bascule est utile, ce que fait Extinction Rébellion est utile, ce que fait Pablo Servigne et Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens, c'est fondamental en fait. Et donc, certains sont auteurs et portent dans le débat des réflexions qui nous inspirent. D'autres essayent de transformer ces réflexions en projets politiques et en projets de résilience. D'autres travaillent à la construction du rapport de force dans la société. D'autres poursuivent les destructeurs devant les tribunaux. Et parfois, moi-même, dans la même journée, je fais plusieurs de ces aspects-là. J'écris un bouquin, je soutiens un combat sur le plan judiciaire contre un projet destructeur. Enfin voilà, chacun de nous, il est Dominique, alors aussi comme philosophe et candidat au même moment. Et il faut en fait que les uns et les autres on défende cette diversité et en même temps la reliance en fait qu'il y a entre nous. Voilà, parce qu'on se bat face à des adversaires extrêmement puissants qui sont ceux qui dominent le monde aujourd'hui, et donc le camp des résistants résilients, il doit être fort de justement de cette entraide entre nous. Voilà, moi je prends souvent la comparaison, même si on n'est pas dans des circonstances historiques comparables et que j'aime pas du tout les parallèles historiques, mais vous voyez, dans la résistance, il pouvait y avoir des énormes différences et même des chicayas entre les communistes, les socialistes, les gaullistes, les démocrates chrétiens, etc., etc. Et il y avait tout plein de diversité, mais on savait qui était patriote et résistant et qui l'était pas. Qui était l'ennemi. Voilà. Et donc il y avait ce sens en fait ce sens du commun, et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce qu'on est dans notre diversité et le rôle que chacun joue en fait pour faire avancer les choses. Philippe. Comment faire en sorte que l'automobile, source de pollution atmosphérique redoutable et de confiscation des sols, ne soit plus considérée comme un outil indispensable pour un trop grand nombre de personnes? Ça, c'est une question fondamentale. Je connais Philippe. Ah ouais? Bonjour Philippe. Et donc, effectivement, c'est une question fondamentale. Évidemment, elle se pose de façon différente. Philippe habite en Suisse, donc c'est pour ça que je le connais. Ah, et donc bonjour, là, Philippe. on a effectivement un réseau de transport en commun extrêmement dense, très bien cadencé. Si on regarde côté France, côté Europe, c'est pas le cas. Et toi-même, quand tu étais ministre, tu as fait justement, tu as commandité un rapport sur la question de la durabilité des transports. Et effectivement, le train est ressorti comme un élément clé. Et donc, sans développement des transports en commun, c'est clair que c'est chacun sa bagnole, et ça, c'est très clair. Moi, il y a un truc qui me frappe, c'est en fait, quand j'ai fait le rapport sur le Dieselgate, sur l'automobile, c'est qu'en fait, toutes les prévisions, vous savez, les prévisions de l'industrie automobile, les prévisions de l'État, du gouvernement, etc., c'est que le besoin de mobilité va continuer à augmenter. Donc, en fait, on est sur une logique où on continue le n'importe quoi.com de l'aménagement du territoire, on continue la rond-pointisation de la France, on continue les centres commerciaux à l'extérieur des villes, on continue la destruction des bourgs dans les communes rurales, qui est une catastrophe à force d'avoir mis tous les commerces dehors. Et du coup, la bagnole devient indispensable dans la vie quotidienne pour tout. Mais vraiment pour tout, pour emmener les enfants à l'école, etc. Et en fait, quand on est dans les débats sur la pollution de l'air, depuis le Grenelle de l'environnement, le débat s'est énormément focalisé sur l'offre de mobilité, c'est-à-dire transport en commun ou transport individuel, la nature du transport individuel, c'est-à-dire quel type d'automobile, quel type de technologie automobile. Et on n'a jamais parlé en fait de réduire les besoins de mobilité. Et aujourd'hui, il faut réduire les besoins de mobilité. J'avais cette discussion il n'y a pas longtemps avec Olivier Blon, qui est le président de l'association Respire, qui se bat par rapport à la première cause de mortalité en France, qui est la pollution de l'air. Eh ben, il faut aujourd'hui reconsidérer, réviser radicalement notre conception de l'aménagement du territoire. En fait, notre conception de... Vous voyez, quand par exemple, on implante une nouvelle entreprise loin, à la sortie d'un autoroute, etc., c'est plus possible, en fait, ces choix-là. Et aujourd'hui, il faut bien sûr du transport en commun, il faut du train, mais il faut aussi
revoir la façon dont on a abordé ces enjeux sur les déplacements et la pollution de l'air pour réduire les besoins de mobilité et rapprocher le travail de là où on vit, ou rapprocher là où on vit du travail. En plus, ça fait des vies... Enfin, je veux dire, on n'est pas heureux 1h30 dans les transports matin et soir, récupérer ses enfants vachement tard, passer peu de temps du coup avec eux, rentrer très fatigué parce qu'on a passé beaucoup de temps dans les transports. En fait, c'est pas un idéal de bien-être. Alors, on ne va pas rater cette question, elle est très intéressante. Derek Souffle, tu peux aller. Quand allez-vous parler du retour de l'usage des chevaux dans l'agriculture et aussi les transports? C'est déjà le cas. Hein. Il y a 2 jours, je visitais une vigneronne qui précisément, pour la question, si vous voulez, des herbages, faisait creuser un sillon juste autour des pieds de vigne, parce qu'entre les allées, au contraire, elle laissait l'herbe, mais pour que ça ne pourrisse pas le fruit, etc., eh bien, on désherbe de façon mécanique. Donc ça, on le fait avec un cheval, des débardages de bois, etc. Là, je suis dans un comité de thèse sur, justement, une thèse sur quel type d'agriculture pour une société écologisée. Et on réfléchit vraiment au retour à la traction animale. Donc effectivement, la question est très ouverte. C'est déjà quelque chose qui est en cours. Voilà, et je ne peux pas en dire plus parce que c'est un sujet vraiment ouvert, mais qui est extrêmement important et qu'il faut regarder de très très près aussi. Je suis bien d'accord là-dessus. Alors, il y a Jean-Michel qui dit « Pourquoi ne pas créer une sorte de Grenelle des associations et partis écolos, mais en dehors de l'État, puisqu'ils ne veulent rien faire, afin de voir comment s'organiser pour mettre en route la transition ?» En fait, c'est exactement l'esprit, là, cette idée-là, c'est l'esprit de ce qui est dans le document Fondation donc de Urgence Écologie, sur ce qu'on propose à l'échelle européenne. C'est-à-dire, effectivement, on ne doit pas être... Là, c'est la De Sévrienne qui parle, parce qu'en fait, quand on a inventé l'économie sociale et solidaire ou les mutuelles dans les Deux-Sèvres, en fait, les gens, ils n'étaient pas que dans, tu vois, la revendication sur on se mobilise pour créer un rapport de force, pour obtenir de l'État ou de je ne sais qui en haut qu'il y ait ceci ou cela qui soit décidé. On le fait nous-mêmes, en fait. Ouais, on le fait. Et donc aujourd'hui, oui, on doit s'organiser en rassemblant les énergies des territoires, des associations, des entreprises, enfin de tous ceux qui veulent faire les choses en fait sans. Ça fait partie de ce qu'on peut faire par nous-mêmes, tout de suite, pour faire changer les choses, mais aussi pour élargir les rapports de force. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, si tu veux, là-dessus qui me semble très important, c'est que il n'y a pas du tout de contradiction entre la vie associative, l'organisation de la société civile en quelque sorte à l'amont, et puis l'action politique. Pour que l'action politique soit vraiment pertinente et qu'elle aille, il faut qu'il y ait des citoyens qui soient organisés à l'arrière, qui fassent vraiment des choses, qui soient très vigilants. Et quand un politique fait des conneries, qu'il sache lui dire. Et ça, c'est pas du tout des choses contradictoires. Pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait ces niveaux d'organisation différents. Et c'est vital qu'il y ait un réseau associatif, un réseau citoyen très vivant, et très fort et très inventif. Alors, il y a le parti du Rassemblement solidaire, bonjour, qui dit « L'élevage du bétail se révèle être l'une des sources majeures de pollution directe et indirecte. Avez-vous un avis là-dessus ?» Ouais, on est pour le... En fait, on est pour l'abolition de l'élevage industriel. Par contre, moi, je soutiens l'élevage paysan. Bon, après, on peut avoir d'autres débats sur la consommation de viande, mais en fait, le modèle agricole dont on a besoin, c'est un modèle de polyculture-élevage. Si je prends l'exemple du département des Deux-Sèvres que je connais bien, en fait, nous, on lutte contre la céréalisation du modèle agricole. Et en fait, moins d'élevage à l'herbe, c'est moins de prairies, moins de haies, c'est la destruction radicale en fait du bocage, qui est en cours d'ailleurs depuis des années. Les Deux-Sèvres avaient à un moment donné le record de France du nombre de parcelles en prairie qui ont été détruites. Donc c'est ce type de mode d'élevage en circuit court, à l'herbe, qu'on doit favoriser. Aussi pour des raisons de bien-être animal, parce que la relation en fait entre un éleveur et
des animaux à l'herbe, etc. Ça n'a rien à voir avec les usines à viande que l'on peut connaître en Amérique latine ou parfois chez nous. Je vais donner un témoignage puisque j'étais ce week-end dans les Cévennes, dans la ferme permacole, donc en permaculture, ferme d'élevage de brebis d'un des membres de l'AIS qui est Guilhem Roux. Et là, dans l'élevage permacole, les brebis ne passent jamais dans une seule année 2 fois sur la même parcelle. Et donc là, au contraire, on a quelque chose par rapport à la biodiversité qui est fondamental, qui fait que ça la développe au lieu de la piétiner et au lieu de l'écraser. Et donc faites attention quand on parle d'élevage, entre un élevage industriel et puis cet élevage permacole. Puis je peux vous dire que dans ce cas-là, la relation brebis, c'est autre chose. En fait, petite anecdote, hein, mais il s'est trouvé une fois coincé. On était au mois d'octobre, la neige a commencé à tomber, a commencé absolument drue. En fait, les brebis, elles ont une espèce d'instinct de survie. Elles se mettent toutes les têtes en quinconce les unes des autres, elles font un cercle, elles ne bougent plus. Et là, évidemment, après, elles partent plus et ça aurait été extrêmement dangereux par rapport. Et là, le chien n'y pouvait rien et tout. Eh bien, le berger, parce qu'il avait des relations un peu favorisées avec un certain nombre de brebis, en quelque sorte, elles l'ont aidé, elles lui ont permis de casser ça et de faire partir les brebis, de pouvoir quand même les rentrer à l'abri. Donc la relation d'un éleveur traditionnel à ces animaux, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'élevage industriel. Faisons vraiment attention à ces différences. Ouais, et puis du coup, donc le message, c'est de réduire la consommation de viande. Ça, c'est très important, la diversification nutritionnelle, mais c'est surtout aussi de choisir quand on mange de la viande, d'où elle vient, qui l'a produite, dans quelles conditions. Et quand on voit les cantines scolaires, par exemple, qui s'approvisionnent avec de l'importation, c'est un scandale, en fait. Politique du vélo, la France est en retard, oui. Comment vous positionnez dans le clivage droite-gauche? Le mouvement des progressistes a soutenu Macron, ça ne vous dérange pas? En fait, non, moi, rien ne me dérange. Voilà. Ce qui me dérange, c'est qu'il y en ait encore. Non, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y en ait encore qui se disent ou à gauche, ou à droite, ou Macron, etc., dans le sens où c'est prioritaire maintenant, en fait. C'est-à-dire, on peut être chacun ce qu'on est avec notre sensibilité, mais on a 10 ans pour changer le monde, en fait. Donc, il y a plein de débats politiques ou politiciens qui sont en fait assez secondaires et assez caducs par rapport à cette urgence-là. Et tous ceux... moi, je trouve qu'il faut aujourd'hui accueillir, en fait, tous ceux qui rejoignent cette idée-là d'urgence, quel que soit leur parcours avant, quels que soient les choix qu'ils aient faits. Ce qui est important, c'est ce qu'on décide à partir de maintenant. C'est pas ce qu'on a été hier, avant-hier, avant-avant-hier. Ça, moi, en tout cas, personnellement, je m'en fous. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Alors, cela dit, dans l'histoire des idées, si vous voulez, la gauche et la droite ont décliné le même modèle productiviste. Hein. Pour Marx, il fallait que le capitalisme se développe à fond pour pouvoir développer les forces productives. Et les forces productives, évidemment, c'était massacrer le capital naturel, pour reprendre une expression un peu sujette à caution. On fait attention. Dans l'histoire des idées, d'une part, il y a des valeurs qui ont fait une certaine gauche qui était bien antérieure. Et puis, en fait, la gauche et la droite moderne ont été 2 facettes du même productivisme, en fait. Donc, attention, soyons un peu précis et faisons attention quand même à ces choses-là. Et ben voilà, j'admire l'énergie dont vous faites preuve. Merci le Nicolas qui dit ça, c'est sympa. Ouais. Mais je n'arrive pas à croire au changement par les urnes, ajoute-t-il. Eh ben, en fait, moi je vais vous dire ce qui se passe. C'est qu'en fait, s'il se passe pas un truc là dans les urnes, la grille de lecture de ceux qui nous gouvernent, vous voyez, ils passent par exemple, actuellement, vous avez remarqué, ils passent complètement à côté des mobilisations de la société civile sur l'écologie. Ça existe. On voit ce que Macron a raconté ce soir. En fait, il en a parlé 3 minutes parce que les derniers jours,
des gens avaient protesté sur le fait qu'on parlait pas assez. Mais globalement, il faut qu'on monte en puissance et qu'on monte d'un ton, y compris dans les urnes, parce que sinon, ce qu'organise le système, c'est l'invisibilité, y compris des mobilisations citoyennes qui sont historiquement importantes. Enfin, 1 million de personnes le même jour dans le monde, de jeunes, c'est sans précédent, sans équivalent. Et en fait, si ça se retrouve pas dans les urnes, bah, ça veut dire qu'on déserte un des champs de bataille, de là où le combat doit se mener aussi. Voilà, donc c'est absolument fondamental que ça s'exprime aussi dans les urnes. On peut rajouter quelque chose, hein, l'expression dans les urnes, ça précède l'expression par la loi. Voilà. Pas inintéressant. Voilà, tout à fait. Il faut se battre partout. Et ben voilà. Et ben, il y a certainement plein de questions. Voilà, mais ce sera pour la prochaine fois. Et puis on peut continuer d'échanger de toute façon sur Facebook. Donc je rappelle l'adresse du site. urgence-écologie.fr, il y a les propositions qui sont en ligne depuis tout à l'heure. Et puis, il y a aussi un groupe Facebook qui est lié à la page Facebook sur laquelle vous êtes, Urgence Écologie, qui permet là direct de se mettre en discussion sur les propositions, de les critiquer, de les compléter, de dire mais ça va pas, vous avez oublié tel truc, ainsi de suite. Voilà, on a vraiment besoin de cet échange. Et en fait, bon, on utilise Facebook parce que ça existe et que c'était plus simple que de créer une autre plateforme compliquée. Donc voilà, allez-y, contribuez, postez, amendez, ajoutez. On enclenche cette mobilisation pour l'urgence écologique. Merci. Au revoir. À vous.